C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cette question, cet enjeu Iran-Trump humilié. Trump est-il humilié? Chaque jour, Téhéran tient tête au président américain. Regardez la toute dernière vidéo en date. Quelle est la réelle capacité de nuisance des mollahs pour qu'ils puissent à ce point être en confiance, bomber le torse, brandir les menaces? Est-elle si importante? Mais même en cas de guerre, l'Iran ne renoncera pas au nucléaire, dit le régime. Le déploiement militaire américain dans le Golfe ne nous effraie pas, dit le régime. L'Iran est-il en train de ridiculiser le président américain? Lâché par certains de ses alliés dans la région. D'ailleurs, Israël menace de frapper seul. Nous vous dirons si Israël aurait réellement les moyens de frapper demain. Et si cela révélait, d'une manière générale, la mise en échec de l'ensemble de sa stratégie géopolitique. Mais d'ailleurs, en quoi consiste-t-elle? Tout n'est-il que transaction? Trump pourrait-il vendre l'Ukraine à la Russie pour 12 000 milliards de dollars? Dans cette émission, nous reviendrons sur l'incroyable révélation de Volodymyr Zelensky. Alors, acheter Trump, est-ce que ça peut marcher? Après tout, comme l'explique Alain Bauer, notre invité dans quelques instants, le mot deal constitue l'essence même de l'identité politique trumpienne. Mais d'abord, les menaces iraniennes. Écoutez, regardez. Pourquoi insistons-nous autant sur l'enrichissement d'uranium ? Et nous refusons d'y renoncer même si une guerre nous est imposée. Parce que personne n'a le droit de dicter notre conduite. S'ils choisissent la force, nous reprendrons avec force. Leur déploiement militaire dans la région ne nous effraie pas. Nous sommes un peuple diplomate. Mais nous sommes aussi un peuple guerrier. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir dans cette émission aujourd'hui Magali Barthez. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes bien évidemment éditorialiste international LCI. Bonjour à vous Guillaume Roquette, merci également d'être là. Vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et bien sûr, ravi de vous retrouver, colonel Michel Goya. Vous êtes consultant militaire LCI. Vous êtes auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Et j'invite tous les téléspectateurs à aller lire votre blog La Voix de l'épée. Et nous serons également rejoints par Alain Bauer dans un tout petit instant. Le grand dossier Iran, Trump humilié, c'est donc parti. Mais d'abord, hier, on s'interrogeait sur son absence et il est réapparu ce matin. L'ayatollah Khamenei est sorti du silence et il appelle sa population à descendre dans la rue pour dire que le pays ne se soumet pas. Regardez. La puissance d'une nation ne réside pas tant dans ses missiles et ses avions que dans la volonté et la résilience de son peuple. L'ennemi doit être poussé au désespoir. Ce désespoir provient de votre unité, de votre force d'esprit et de volonté, de votre motivation et de votre détermination face aux tentations de l'ennemi. Bonjour Siavos Ghazi, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes correspondant France 24 et RFI à Téhéran. Siavos, comment analyser ce message ? Depuis 10 jours, le guide suprême iranien n'était pas apparu en public. Là, c'est un message enregistré qui a été diffusé par la télévision d'État. Il a appelé la population à descendre dans la rue mercredi, qui est donc l'anniversaire de la victoire de la Révolution islamique, le 47e anniversaire de la Révolution islamique. Chaque année, il y a beaucoup de monde à Téhéran, donc qui descend dans la rue, mais aussi dans la ville de province. Ça sera un test, bien évidemment, pour comparer un peu ce qui va se passer cette année par rapport aux années précédentes. Et il y a un discours du guide suprême iranien. Le pouvoir a repris les choses en main en quelque sorte, et son message montre bien cela. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de proposition de compromis ou de concession de la part de Téhéran. Par exemple, sur le programme balistique de Téhéran, pas question de négocier sur le missile iranien. C'est le seul moyen de défense de l'Iran face à Israël, par exemple, qui a menacé encore ces derniers jours de frapper l'Iran si jamais les États-Unis renonçaient à le faire. Mais en ce qui concerne le dossier nucléaire, l'Iran est prêt à faire des compromis, par exemple diluer les 400 kg d'uranium enrichi à 60% pour faire baisser le niveau d'enrichissement, mais aussi, par exemple, faire accepter, par exemple, un niveau d'enrichissement
plus faible, un niveau civil, pour donner donc faire des concessions aux États-Unis pour avoir un accord. C'est dans cette position-là et éviter bien sûr des frappes américaines. Donc l'Iran se sent un peu plus en force qu'il y a par exemple une dizaine de jours, et c'est pour cela qu'on assiste à ce ton un peu plus ferme de la part de Téhéran. Merci beaucoup Siavash Ghazi, merci beaucoup d'avoir été avec nous, correspondance France 24 RFI depuis Téhéran. Alors qu'Ali Khamenei était absent pour la première fois en 37 ans, les commandants de l'armée de l'air iranienne, qui prêtent traditionnellement allégeance chaque mois de février au guide suprême, ont rencontré hier Hassan Roumeini, petit-fils du fondateur de la République islamique. Écoutez ces quelques mots. Nous n'avons pas peur d'eux, car nous sommes déterminés et nous défendons nos droits et notre pays. Nous disons aux Américains, vous mourrez avant de nous voir humiliés. Et on fait les présentations avec le successeur désigné. C'est ce qui vient de se passer, Magali ? En tous les cas, l'idée, c'est vraiment de montrer qu'après Khamenei, en effet, il y a des figures possibles. Alors, il y a aussi les fils de Khamenei. Là, on découvre, en effet, le petit-fils de Roumeini. Mais vraiment, l'idée, c'est de dire que vous pouvez décapiter la tête du régime, mais en fait, le régime peut tenir. Pourquoi est-ce que Khamenei n'était pas à cette célébration où on le voit normalement apparaître tous les ans? Est-ce que, en effet, il craint pour sa vie? Est-ce qu'il y a vraiment cette menace-là? Il sait qu'il a une cible dans le dos. Donc on voit bien qu'il apparaît, mais au compte-gouttes ces derniers temps. Il disparaît pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, réapparaît dans certains événements. Là, le message que l'on voit aujourd'hui est un message enregistré. Donc, évidemment qu'il se sait menacé, certainement qu'il compte vraiment ses apparitions publiques, qu'il fait extrêmement attention. Il se sait notamment dans le viseur des Israéliens. Mais ce qui est important, c'est vraiment le message qu'il adresse, ce message d'unité qu'il veut adresser au peuple, essayer un effet drapeau au moment où l'Iran se sait menacé. En même temps, on a bien vu à quel point ce régime était contesté par ces dizaines de milliers de manifestants. Mais est-ce que c'est la succession qui est en train de s'écrire, de se préparer, de s'illustrer? Peut-être, oui, sans doute. De toute façon, la succession, je pense qu'ils y pensent déjà depuis un certain temps, vu le grand âge et l'état de santé du guide suprême. Mais le message, c'est aussi de dire, écoutez, ce n'est pas un individu que vous attaquez, c'est tout un système. En réalité. Et donc vous pouvez éventuellement découper la tête, tuer Ali Khamenei, mais ça changera. C'est pas ça qui va faire s'effondrer ce système, ce même système qui vient de résister à une révolution. En réalité. Donc c'est ça aussi. Écoutez, voilà, nous, on vient de résister à la plus grande révolution, à la plus grande émeute qu'il y a eu sur le territoire, même s'ils ne le disent pas ouvertement. Donc, si vous voulez, quelques frappes américaines, ok, même pas mal. C'est pas ça qui va nous faire tomber. Guillaume ? Oui, c'est encore assez flou la succession possible de Khamenei. Le successeur désigné, c'était Raisi, l'ancien président iranien qui était appelé le boucher de Téhéran et qui est mort accidentellement, c'était en 2024, dans un accident d'hélicoptère. Ensuite, il y a eu 3 successeurs possibles qui avaient été nommés l'année dernière. Après ça, on n'en a plus entendu parler. C'est un peu une spécialité iranienne que de laisser le doute sur les successeurs du guide suprême. Donc je pense que ce sujet-là, il n'est pas encore réglé. Alors maintenant, on va se poser cette question. Est-ce qu'Israël pourrait frapper seul ? Selon le Jérusalem Post, Israël aurait lancé un avertissement à Donald Trump. Nous pourrions agir seuls si l'Iran franchit une ligne rouge, celle des missiles balistiques. Je rappelle que pour les Israéliens, le programme de missiles balistiques représente, disent-ils, une menace existentielle. Et Jérusalem se dit donc prête à agir unilatéralement si nécessaire. Posons-nous d'abord cette question. Si en effet Israël voulait frapper, Israël le pourrait-il ? Colonel Goyen, on en parle ensemble. Colonel, est-ce qu'Israël est capable de mener des frappes seules contre l'Iran ? Oui, bien sûr. La preuve, c'est qu'elle l'a déjà fait, et notamment au mois de juin dernier. Donc Israël, oui, a une force de frappe. Il faut imaginer qu'Israël a à peu près la même force de frappe que la France. C'est un petit pays, 10 millions d'habitants, mais il a à peu près l'armée de l'air française en capacité. Et ça, avec cette armée de l'air, cette force aérienne, il peut mener
on l'a montré, des actions jusqu'en Iran, c'est-à-dire c'est comme si la France attaquait la Biélorussie, et inversement, en termes de distance. Donc ça demande des moyens importants, des moyens modernes. Là, on les voit, donc ça c'est l'arsenal de la force aérienne israélienne. Le F-35 d'abord, pourquoi d'abord ? Parce que cet avion, il a plein de défauts, mais il est furtif. C'est-à-dire qu'il échappe au radar. Donc, c'est l'avion que l'on voit toujours en premier, parce qu'il est invisible, pratiquement. Et c'est avec cet avion qu'on dégage le passage, on détruit les défenses aériennes. Et puis derrière, on envoie le lourd. Et là, vous avez par exemple le F-15, enfin, notamment la version F-15I, qui est à 25 exemplaires. Ça, c'est ce qu'on appelle un camion à bombe, un F-15E ou I, il peut porter 11 tonnes de charge utile. Donc ça, c'est beaucoup plus puissant que le F-35, et c'est avec ça qu'on fait de gros dégâts. Et ils en ont donc 75, selon... Au total, voilà. Mais avec différentes versions, encore une fois. Et puis, le 200 F-16, ça, c'est... Alors, il y a une centaine qui sont vraiment modernes, opérationnels, une autre centaine qui est en réserve. Et ça, c'est l'avion polyvalent. Ça sert à tout. Faire de la défense aérienne, suivant les versions, bien sûr. Plutôt de l'attaque, etc. Donc, c'est l'avion à tout faire de l'armée israélienne. Donc, au total, une armée qui est puissante, qui a de fortes capacités, qui est très expérimentée. Je pense que les pilotes israéliens sont ceux qui ont le plus d'heures de vol opérationnelles actuellement de toutes les armées de l'air du monde. Et on parle de ces avions de combat, mais il ne faut pas oublier que, comme je disais tout à l'heure, il s'agit d'aller faire la guerre à une distance comme la France attaquait la Biélorussie. Donc, il faut aussi des moyens qui permettent d'agir au loin, des ravitailleurs. Et ils ont suffisamment de ravitailleurs pour faire tourner cette machine aller-retour. Il y a eu plus de 600 ravitaillements en l'air pendant les 12 jours de l'offensive de juin. Donc ça, ils maîtrisent parfaitement aussi. Des avions radars, éventuellement aussi, pour piloter tout ça depuis le ciel. Donc c'est les campagnes aériennes, les Israéliens maîtrisent parfaitement. Alors, pour pouvoir attaquer, il faut pouvoir être en mesure d'encaisser, pardonnez-moi l'expression, mais la riposte, bien sûr, comme elle est promise par l'Iran. Israël vient de déployer son tout nouveau missile intercepteur justement pour défendre son territoire, colonel. Oui, alors c'est-à-dire qu'à l'inverse, l'Iran n'a plus d'aviation digne de ce nom. Elle a en revanche des capacités de frappe, des missiles de croisière, des drones notamment, qui ont été lancés, mais ils sont très loin, donc ce n'est pas une vraie menace pour Israël. La vraie menace, ce sont les missiles balistiques, parce que c'est rapide. C'est grande portée, puissant, rapide, et donc c'est dur à intercepter. Et donc pour se faire face à cette menace, les Israéliens ont développé le système de défense en plusieurs couches, le plus perfectionné au monde, enfin en tout cas le plus dense, avec une capacité notamment de frapper très haut dans le ciel, et voire même hors de l'atmosphère. Ce sont les missiles Arrow 3 et le Arrow 4. En réalité, c'est un missile qui est endo-atmosphérique, on appelle ça, c'est juste en dessous, qui frappe les missiles au moment où ils rentrent dans l'atmosphère. Sa particularité, il remplace non pas le 3, mais le 2, le Arrow 2, c'est qu'il est beaucoup plus moderne, plus agile, il évite les contre-mesures, donc il est beaucoup plus performant. Et j'ajoute juste un élément, c'est qu'à cette défense, il ne faut pas oublier que les Américains ont fait un gros effort aussi pour y ajouter leur propre défense, leurs propres missiles, les batteries THAAD, qui tapent hors de l'atmosphère, les batteries SM-3 sur les destroyers qui tapent hors de l'atmosphère aussi, des Patriotes, etc. Donc le bouclier, on a vu la force de frappe, le glaive, si vous voulez, l'épée, elle est puissante, mais le bouclier, maintenant anti-missile, il est maintenant extraordinairement puissant. C'est la zone la plus dense au monde en termes de défense aérienne. C'est très clair, colonel. Ne bougez pas, on prend la direction d'Israël pour retrouver Betsabé Salem. Merci beaucoup d'être avec nous, Betsabé. À partir de demain, il y a la visite de Benjamin Netanyahou à Washington. Il rencontre également Trump mercredi. Netanyahou doit aussi se rendre au Pentagone, rencontrer Marco Rubio. Pression maximale, Betsabé Salem, sur Donald Trump et frappe à la clé s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Est-ce qu'on peut ne serait-ce qu'imaginer un tel scénario ? Oui, il faut d'abord rappeler que l'option privilégiée pour Benjamin Netanyahou et pour Israël en général, c'est une frappe conjointe Israël-États-Unis qui anéantirait les programmes balistiques nucléaires, qui, pourquoi pas, renverserait le régime. Et c'est sans doute ce scénario-là que Netanyahou va essayer de vendre à Donald Trump. Entre parenthèses, si les deux dirigeants ne se sont pas déjà mis d'accord sur un plan d'attaque conjoint, ce qui est une possibilité.
Donc Netanyahou pourrait promettre à Donald Trump une opération spectaculaire, rapide, décisive, tout ce qui plaît à Donald Trump et surtout ce qui l'arrange sur le plan intérieur aux États-Unis. Maintenant, si Donald Trump refuse la voie militaire et sachant que Netanyahou ne croit pas une minute dans la voie diplomatique avec l'Iran, effectivement Israël pourrait demander le feu vert à la Maison-Blanche pour que Israël attaque seul l'Iran. Le problème, c'est que même si les États-Unis sont d'accord, ça voudrait dire qu'ils ne pourraient pas défendre Israël contre les missiles iraniens au risque de s'impliquer un peu trop dans le conflit. Ça voudrait dire qu'Israël devrait attaquer seul, il en est capable militairement, mais de se défendre seul contre tout l'arsenal iranien à ce jour, ce serait un défi de taille tout de même. Merci beaucoup Betsabé Salem, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou qui, avant de s'envoler pour Washington, a reposté une publication TikTok spéculant sur ce qui pourrait se passer si les États-Unis attaquaient l'Iran. Regardez. Que se passerait-il si la marine américaine attaquait soudainement l'Iran aujourd'hui? À première vue, l'Iran ne semble pas assez puissant pour repousser une telle attaque. La marine et l'armée de l'air iranienne sont bien moins puissantes que celles des États-Unis. La marine iranienne utilise principalement d'anciens sous-marins datant de l'ère soviétique, un petit nombre de navires de guerre et un porte-drone. Son armée de l'air dépend d'avions de chasse plus anciens tels que le F-4 Phantom et le MiG-29. L'Iran semble donc facile à vaincre dans un combat direct. Il y a un rapport qui est sur la table côté israélien, des responsables israéliens qui avertissent qu'une approche telle qu'envisagée potentiellement par les États-Unis, c'est-à-dire des frappes ciblées, serait largement insuffisante et ne suffirait pas à les protéger pour la suite. De telles pressions israéliennes, ça peut marcher? Ça peut peser sur les épaules du président américain? Benyamin Netanyahou, il a fait toute sa carrière en expliquant à quel point, évidemment, ce programme nucléaire iranien était une menace existentielle pour Israël. Donc, en effet, lors de sa visite, il va essayer de plaider une nouvelle fois pour cette intervention. Et c'est intéressant qu'il poste cette vidéo avant de partir, parce que le message, c'est, en fait, si on y va vraiment, on peut mettre à bas ce régime et en finir une bonne fois pour toutes. Le fameux coup de grâce. Et donc, c'est ce qu'il va essayer de vendre certainement à Donald Trump. Vous savez que Witkoff est allé déjà à Tel Aviv il y a quelques jours et Netanyahou lui a dit « Ces négociations, en fait, elles ne servent à rien. Jamais les Iraniens ne vont céder sur quoi que ce soit. » Donc, vraiment, on a deux positions différentes. On a Israël qui est convaincu, Netanyahou convaincu qu'aujourd'hui, en effet, il faut aller frapper. Les services de renseignement israéliens considèrent que par rapport aux frappes de juin dernier, les Iraniens ont réussi à reconstituer une partie de leur stock de missiles balistiques qui est aujourd'hui la vraie menace. Et on a vu des images satellites montrant qu'ils reconstituent très très vite des sites. Ils reconstituent vite leur site. Donc pour Israël, il faut y retourner de toute manière. Le job n'a pas encore été complètement fait. Et on a un Donald Trump qui veut encore manifestement miser sur la négociation. Mais jusqu'à quand? Nous recevons sur ce plateau Alain Bauer. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous, Alain Bauer. Vous êtes professeur émérite de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, ancien responsable du pôle sécurité, défense, renseignement et auteur de Trump, le pouvoir des mots, décryptage d'une redoutable mécanique de persuasion de masse. Il est là, mais je l'ai aussi pris entre mes petites mains. Regardez, c'est aux éditions First. Regardez, voilà. Bah oui, je n'ai pas fait ça pour rien, il faut qu'on le voit quand même. Merci beaucoup d'être avec nous, Alain Bauer. L'Iran aussi menace Israël. On a aperçu ces dernières heures un immense affichage qui a été déployé sur la célèbre place de Palestine à Téhéran, affichant une carte de cible potentielle dans la région du Grand Tel Aviv, accompagné d'un avertissement en hébreu qui dit « Face à une pluie de missiles, ceci est une petite zone ». Est-ce que tout ça pourrait dégénérer très vite en guerre régionale dont Donald Trump perdrait en réalité le contrôle ? Bon, c'est une guerre régionale qui a déjà débuté, on fait comme si ça venait de commencer, mais on sort d'une guerre de 12 jours dont les éléments principaux ont été la quasi-destruction des centrifugeuses de 3 des 4 sites nucléaires iraniens avec un accord pour ne pas bombarder le 4e, d'après ce que disent les Américains eux-mêmes. Un effort de guerre considérable pour beaucoup de cibles régionales concernant à la fois l'Iran et ses fameux proxys Hamas, Hezbollah, Houthi. Des trous dans la défense israélienne suffisamment considérables pour leur poser de vrais problèmes, notamment les missiles qui sont tombés, un sur l'Institut Weizmann à Tel Aviv et surtout ceux qui sont tombés autour de la centrale l'usine textile de Dimona, où semble-t-il on n'assemble pas que des pantalons, mais aussi des ogives nucléaires, et la base de F-35 qui a été rappelée tout à l'heure par Michel Goya. Et donc les Israéliens savent qu'ils ne sont pas à 100% sûrs de l'efficacité de leur système.
Donald Trump avait 3 objectifs dans le déploiement de son armada. Premièrement, un blocus. Il est capable de le réaliser. D'ailleurs, il y a eu des opérations navales contre des navires qui transportaient du pétrole iranien vers ce qui est son adversaire principal, c'est-à-dire la Chine, et des opérations de tentative d'attaque de vaisseaux américains ou de survol de vaisseaux américains par les Iraniens qui, dans les 2 cas, ont échoué. Deuxièmement, il y avait la protection de ses alliés, les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn et évidemment Israël. Et là, le renforcement des moyens n'est pas fini, puisque le dernier élément, qui est l'avion de coordination des attaques en haute altitude, il n'y a que 2 avions américains capables de faire ça. Un est arrivé à Qatar cette nuit, sur la base de Qatar, après un arrêt à Chagos, Diego Garcia. Et donc on sent bien qu'il y avait une vision en dessous du nécessaire et du suffisant, avec de très fortes pressions de tous les alliés, y compris Israël, pour fortement renforcer la capacité de défense. Et enfin, il y a la problématique de l'attaque. L'attaque, c'est des cibles clairement identifiées, donc des attaques extrêmement ciblées. Et la question centrale, c'est l'ayatollah Khamenei, le guide de la révolution, et la capacité ou pas de trouver quelqu'un de suffisamment bienveillant, une vice-présidente vénézuélienne qui traînerait par là et qui, pour un gros chèque ou autre, accepterait de faire le boulot. Ceci n'existe pas. La seule bonne nouvelle dans tout ça, et il n'y en a qu'une seule, je l'ai dit y compris sur ce plateau il y a quelques jours, c'est qu'il n'y avait pas de négociateurs à Oman. Les pantins iraniens qui sont là pour l'animation locale. Le négociateur arrive demain, le unique. Le seul négociateur, Ali Larijani, patron du Conseil de sécurité nationale, est l'homme de confiance, le dernier homme de confiance d'Ayatollah Khamenei avec son fils. L'ancien président iranien, qui était son successeur potentiel, est mort dans son accident d'hélicoptère. On est là dans une phase où, effectivement, il se passe malgré tout quelque chose. Et de ce point de vue-là, il faut rester prudent. Donc on est sur une cocotte minute. Mais il se passe des choses. Bon, on continue de l'examiner, cette cocotte minute. Les enjeux sont parfaitement posés. Merci beaucoup. Vous êtes bien devant le grand dossier avec toujours cet enjeu, cette question. Iran, Trump humilié. On en parle avec mes invités bien évidemment, mais là c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. La tentaculaire affaire Epstein continue de faire trembler l'élite mondiale alors que Ghislaine Maxwell, l'ex-compagne et complice du criminel sexuel, était auditionnée à huis clos ce lundi au Congrès. La tempête fait rage aux 4 coins du globe. Au Royaume-Uni, les appels à la démission du Premier ministre se multiplient après les révélations sur les liens entre le pédocriminel et Peter Mandelson, qui a été nommé en 2024 ambassadeur de Washington. Les images avaient choqué, c'était il y a 7 ans maintenant. C'est ouvert aujourd'hui le procès de 9 CRS qui avaient frappé des gilets jaunes dans un Burger King en 2018. Ces 9 hommes doivent répondre pendant 3 jours de violences volontaires avec plusieurs circonstances aggravantes et en cours pour certains jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. C'est une surprise. L'homme qui alertait sur la dette et appelait à la maîtrise des dépenses publiques à travers toutes les crises du Covid-19 à la guerre en Ukraine va quitter ses fonctions. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, passera le flambeau en juin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous reprenons donc le fil de ce grand dossier Iran-Trump humilié. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, encore une fois, ravi d'être avec Magali Barthez, avec Guillaume Roquette, avec le colonel Goya et donc avec Alain Bauer. Vous êtes professeur émérite de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, ancien responsable du pôle sécurité, renseignement et auteur de, je le remonte ici, mais non, j'avais tout prévu, je le montrais moi-même, de Trump, le pouvoir des mots. Merci beaucoup. Décryptage d'une redoutable mécanique de persuasion de masse. Le pouvoir des mots, tellement important. Justement, ces mots-là. Donald Trump est-il actuellement humilié? Pas un jour sans que Téhéran ne lui tienne tête. Menace de guerre totale, menacer la première puissance mondiale, c'est le quotidien. Encore une fois, regardez ces toutes dernières images de propagande iranienne. Et si ça révélait une mise en échec bien plus grande et plus profonde de l'ensemble de la stratégie politique de Donald Trump? Vous le verrez, les 48 dernières heures sur le front de la géopolitique américaine, ça ressemble à une série d'impasses. Mais d'abord, le régime peut-il réellement faire trembler les bases américaines, Israël et autres pays de la région? Quelle est la réelle capacité de nuisance des mots-là? Colonel Goya, je vous invite avec moi devant le tableau. Le régime est-il capable d'infliger, colonel, des dommages
mais vraiment conséquent aux bases américaines, à Israël et aux autres pays de la région? La réponse est oui. Pour aller vite, la réponse est oui, bien sûr, sachant qu'il suffit en réalité de quelques dommages pour un petit peu enrayer la machine. Il suffirait de faire quelques dégâts sur des bases américaines, sur un navire américain, pour que on commence à mettre en doute aux États-Unis, en particulier, la pertinence de l'opération. Et puis ensuite, pour Israël, oui, la guerre de juin, les Iraniens ont donné des coups à Israël. Il y a eu 28 morts, il y a des missiles balistiques qui sont passés à travers la défense aérienne. Et ils en ont encore. Ils en ont encore. C'est-à-dire que donc ça a laissé un très mauvais souvenir aussi en Israël. Donc depuis cette époque, ils ont ils ont reconstitué en tout cas une partie de leur arsenal. Leur arsenal, on parle des missiles balistiques, mais il y a d'autres choses. Ils ont des missiles de croisière, donc ils volent plus bas, plus lent. Il y a des missiles à plus courte portée aussi. Il y a des drones aussi. Mais le cœur du sujet, c'est vraiment les missiles balistiques. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus difficiles à intercepter et parce que ce sont eux qui ont la plus grande puissance et la plus grande portée. Donc là, on voit des capacités possibles pour un certain nombre de missiles. Il n'y a que les missiles balistiques à moyenne et longue portée qui peuvent frapper Israël. Israël ne craint que ça, en réalité, véritablement. Donc c'est pour ça que la défense a été renforcée de ce côté-là. Mais pour le reste, avec tout le reste, et il ne faut pas oublier non plus la capacité de tir anti-navire aussi, qui est particulière, ils peuvent faire du mal aux pays que l'on voit ici, les pays alliés, et aussi aux bases américaines, voire la flotte américaine. Donc oui, ils ont une capacité de nuisance. Merci beaucoup, colonel. En cas d'agression, la réponse de l'Iran ne sera plus une riposte limitée et réciproque du type œil pour œil. Voilà ce que disent les Iraniens encore ces dernières heures. Écoutez le chef d'état-major iranien. Les forces armées sont prêtes à mener à bien leur mission, quelles que soient les conditions. Face à un ennemi hostile qui change constamment de discours, nous devons rester en état d'alerte maximale. Alain Bauer, menace crédible. Après tout, la Maison-Blanche, elle semble bel et bien s'inquiéter depuis un moment maintenant de la capacité de l'Iran, particulièrement à cibler Israël. On en parlait tout à l'heure, mais aussi ses bases américaines. Oui, mais ils ont déjà fait. Il y a même eu une démonstration avec 2 missiles qui ont explosé légèrement au-dessus de la base qatari évacuée pour l'occasion dans le cadre d'un échange standard. Je montre que tu es capable de faire péter 2 missiles, mais surtout sans dégâts ou avec des dégâts minimums. Et j'arrête la guerre parce que chacun est à égalité 0-0. D'ailleurs, un des négociateurs iraniens a laissé fuiter hier le fait qu'il y aurait eu une proposition faite par les Américains sur on tape 2 cibles, vous en tapez 2 et on se met d'accord pour finir la guerre. Voilà. Donc, capacité à l'enfumage ou réalité. En fait, depuis toujours, la négociation vue par Donald Trump, ce que j'explique dans le livre, c'est toujours la même chose. Je monte très haut, mais à la fin, je veux toujours une négociation, pas une victoire. D'ailleurs, il n'a jamais cherché la victoire, à part aux élections présidentielles, nulle part. Son problème est d'arriver à un deal. Et il veut un deal avec les Iraniens. Le deal n'est pas la démocratie. Il n'en a rien à faire. D'ailleurs, le schéma directeur de sécurité nationale comme le schéma directeur de défense nationale explique que la question humanitaire, droits de l'homme, etc., c'est une folie des démocrates qui ont affaibli l'Amérique. Le temps est venu de revenir à la réelle politique, business. Donc le business est son sujet. Deuxièmement, les Iraniens disposent d'une puissance de tir réelle, en partie reconstituée, mais par exemple, on a appris qu'ils se sont fait livrer plusieurs centaines de tonnes de propergol et autres éléments qui permettent de faire fonctionner les missiles. Les missiles, il faut mettre des charges dedans, puis il faut avoir du pétrole ou la version locale pour les faire décoller. Et ils ont beaucoup de cibles mobiles, enfin de lanceurs mobiles. Donc ça explique pourquoi d'ailleurs tous n'ont pas été détruits. Loin de là. Ce qui a été détruit, c'est beaucoup d'éléments logistiques, ce qui permet aux missiles de bouger, d'être lancés, etc. Et puis le troisième élément qui est très important vu du point de vue des Iraniens, c'est qu'ils n'ont aucune intention de se laisser déposséder de leur armement nucléaire. La seule chose qu'ils ont proposée et qui est doublement intéressante, c'est 2 révélations en une seule. Un, ils proposent de diluer leurs 400 kilos d'uranium enrichi. Ça veut dire que les 400 kilos sont toujours là. Ou une partie des 400 kilos. Alors on le sait depuis longtemps, les Israéliens l'ont dit eux-mêmes, la destruction des centrifugeuses et des 3 sites de production est une réalité. Le 4e site n'a jamais été touché. Donald Trump a dit on pourrait aussi le taper. Et les Iraniens disent on pourrait diluer. Alors j'ai regardé ce que ça voulait dire diluer l'uranium, parce que aux dernières nouvelles ça se met pas dans l'eau, l'uranium. Alors je vous donne un élément. Pour diluer un uranium enrichi, il faut 1 tonne d'uranium enrichi, il faut 26 tonnes d'uranium naturel.
Donc cette promesse est un mensonge. Les Iraniens n'ont pas ce stock ni naturel. Par contre, ils ont de l'enrichi et c'est une partie du problème. En fait, aujourd'hui, la seule et unique bonne nouvelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'arrivée d'Ali Larijani, le seul vrai négociateur qui est capable de négocier quelque chose. Et ça, c'est le seul bon signe des opérations en cours. Tout le reste, les Iraniens parlent le Trump dans le texte. Ils ont lu le Trump, ils comprennent comment marche le Trump, ils lui parlent du Trump. Et ça marche très bien, parce qu'il comprend, puisqu'il fait la même chose de son côté. Alors justement, je voudrais vous montrer la une du journal Khorasan d'Iran, qui a été relayée sur les réseaux sociaux. Alors regardez, c'est quand même assez surprenant cette mise en image. Là, vous voyez le ministre des Affaires étrangères d'Iran adossé, tout sourire, à un missile. C'est le Khorramshahr, c'est pas n'importe quel missile. C'est le plus puissant que vous ayez en démonstration. Vous confirmez, colonel ? Oui, bien sûr. Alors, combien en ont-ils ? Est-ce qu'il est vraiment totalement opérationnel ? C'est pas certain. On sait pas. C'est pas. Mais oui, bien sûr, c'est ce qu'ils ont de plus gros, de plus puissant dans leur arsenal. Alors, il y a l'image et puis il y a ce qu'il dit. Il dit « Les missiles sont la véritable base des négociations. L'expérience mondiale montre que l'association de la puissance militaire à la diplomatie renforce le pouvoir de négociation et accroît l'initiative stratégique. » Et là, on en revient à votre livre, La négociation par l'intimidation. C'est ce que vous attribuez à Donald Trump à la page 99. Et vous dites « La crédibilité qui repose sur la capacité démontrer, employer la violence extrême, l'impact médiatique qu'il emporte sur la substance, c'est la marque de fabrique de Donald Trump. » Oui, mais est-ce qu'à ce petit jeu-là, les Iraniens ne sont pas en train de montrer qu'ils sont très forts, voire plus forts que le président Donald américain ? Trump qui fait du poker menteur avec des Iraniens qui font des échecs menteurs. C'est deux éléments où vous avez des menteurs. Donc le jeu dans cette affaire est quel est l'objectif final recherché par Donald Trump ? Pas la démocratisation de l'Iran, ce n'est pas son sujet, et il est rajouté comme ça, mais c'est juste pour nous faire plaisir. Mais ce n'est pas la question. La réduction du stock enrichi, c'est l'accord de Vienne, le JCPOA, celui que Donald Trump a rompu lui-même en disant « vous êtes mou, vous êtes faible », etc. Ça, c'est l'objectif des Iraniens, revenir éventuellement à l'accord de Vienne, c'est-à-dire un niveau d'enrichissement qui pourrait aller jusqu'à, alors à l'époque c'était 3,67%, c'est-à-dire de quoi faire du nucléaire civil. On peut aller jusqu'à 10% pour des opérations un peu compliquées. Ils sont à 60%. Donc de toute façon, ce qu'ils ont en stock ne peut servir que pour des opérations militaires et un enrichissement à 90%. Ils proposent désormais de le diluer, ce qui est une jolie promesse, infaisable, mais au moins il y a un geste de leur part. Et si Ali Larijani, demain, le confirme, c'est un mouvement important de l'Iran. Sur les missiles, ils ne bougeront pas. Et de toute façon, personne n'est capable de vérifier la capacité d'élimination du stock de missiles. Et même le renforcement de leur capacité logistique l'indique. Et enfin, Benjamin Netanyahou est à Washington à partir de mercredi. Demain, il se trouve que le chef d'état-major de Tsahal, l'armée d'Israël, a dit, vous savez, il y a une fenêtre qui est entre les 10 jours de la révolution iranienne, qu'on appelle les 10 jours de Fajr, qui se termine le 11, et le 15, où commencent les célébrations, toute une série de célébrations. Il y a une fenêtre de tir, et c'est cette fenêtre de tir qu'il faudrait savoir utiliser. Donc en fait, il y a une certaine logique dans le mouvement actuel. Tout le monde sait qu'on se rapproche du moment de vérité. Et dans le moment de vérité, je le rappelle, Donald Trump ne veut pas gagner. Il veut obtenir quelque chose à la fin de plus que ce qu'il avait au début. Guillaume ? Oui, ce que je trouve intéressant, c'est que, ou bien on reproche à Donald Trump d'être un jusqu'au-boutiste irresponsable qui va provoquer la Troisième Guerre mondiale, ou bien on dit c'est une poule mouillée, sans courage, qui laisse son pays s'humilier. Et moi, je pense qu'en fait, voilà, moi, je pense qu'il est effectivement quelque part entre les deux. Je ne pense pas que le jeu soit à ce point déséquilibré en faveur de l'Iran. Parce que le colonel Goya le rappelait, les tirs de missiles contre Israël au mois de juin dernier, ils ont fait 28 morts. Or, selon les chiffres de l'armée israélienne, il y a eu 500 missiles tirés. Pardon, je vais faire un raisonnement mathématique absurde, mais si les Iraniens ont 2000 missiles, ça veut dire qu'ils pourraient tuer 4 fois 28 morts, vous comprenez ? C'est-à-dire 120 personnes. Ça veut dire que la menace de l'Iran sur Israël, à mon avis, elle doit être relativisée, surtout tant que les Américains sont dans la région. C'est pour ça qu'à mon avis, Trump ne va pas partir en disant finalement j'ai essayé, j'ai réussi à obtenir aucun contrepartie, aucune concession des Iraniens, et donc je retire ma flotte. Moi, je ne vois pas du tout ça comme ça. Et colonel, on s'est demandé ces dernières heures, est-ce que l'armada, et passez-moi l'expression un peu facile, mais fait pchit, c'est-à-dire que la pression exercée pour que les Iraniens tous les jours menacent n'est pas suffisamment
extrêmement forte. Mais en même temps, on lit cet après-midi, à prendre avec prudence sur les réseaux, des sites comme Ezint, etc., de partage de données en ligne, que le déploiement de défense aérienne pour protéger les bases américaines dans la région serait en phase d'achèvement. Oui. Donc, est-ce à dire que c'est pas que l'Armada fait pchit, mais que en fait l'Armada n'est pas arrivée au bout, mais on n'est pas loin. Et donc, effectivement, les prochains jours sont le moment de vérité. Il y a plusieurs aspects. Bon, d'abord, je rappelle que tout début janvier, le 3 janvier, je crois, Donald Trump disait, voilà, nous sommes prêts, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons tous les moyens pour vous faire mal, donc ne tuez personne, sinon on vous tape dessus, avec tout ce qu'on a, déjà. Bon, il n'a pas fait, finalement on a vu ce que ça donnait, il n'a pas fait, et il s'est dégonflé sur cette affaire. Maintenant, il y a deux choses. D'abord, je pense que Donald Trump fait du poker, fait toujours du poker. Sa stratégie, c'est toujours de poker. C'est-à-dire où il s'agit de faire monter les enchères, la pression, etc., jusqu'à ce qu'en face, on se couche et on abandonne quelque chose. Et qu'au bout du compte, Trump ait gagné quelque chose dans cette affaire. Et donc, dans le poker, on commence toujours par mettre les jetons sur la table. Et donc, ça fait partie lui-même du jeu. C'est-à-dire que là, on met beaucoup de jetons, côté américain, regardez, côté iranien, on met ses jetons aussi. Et ça donne déjà un petit peu le rapport de force. Et ça peut déjà, à la base, suffire éventuellement pour, si le rapport de force est trop déséquilibré, pour obtenir quelque chose. Mais il y a un deuxième aspect plus militaire. Il n'y a pas d'urgence en réalité. Il y avait une urgence. Regardez le Venezuela. Non, mais exactement. Effectivement, il est arrivé bien avant d'avoir frappé. Bien sûr, mais il y a eu une montée en puissance, etc. Mais il n'y avait pas d'urgence non plus. Il n'y a pas d'urgence opérationnelle. Il y avait une urgence au moment de la révolution iranienne. Là, oui, il fallait peut-être agir vite, certainement. Maintenant, cette révolution, il n'y en a absolument plus de question. Ça, c'est terminé. Et donc, pour Donald Trump. Pour Donald Trump, j'entends, bien sûr. Bien sûr. Bon, alors, est-ce qu'il y a une vraie menace nucléaire urgente ? Pas forcément. Balistique, oui, mais pas plus que le mois dernier ou dans quelques semaines. Donc, on passe à une autre phase où, effectivement, et ça c'est aussi le côté américain très méthodique, où là où on a besoin de 100, on va mettre 200. Comme ça, on est encore plus sûr d'obtenir des effets, on est encore plus sûr d'être défendu, encore plus sûr de réussir la mission. Donc on est un peu dans ce double jeu où à la fois il s'agit de montrer les moyens, de se donner du temps aussi pour faire pression, pour négocier, et en même temps pour se rassurer. On est peut-être aussi dans ce qu'on voit dans votre livre, le concept of a plan, c'est-à-dire la notion de débauche d'un plan. On va y revenir dans un instant, mais on est attendu du côté de la Maison-Blanche par Sonia Dridi. Vous êtes dans la salle de presse, je crois. Oui, c'est ça, dans la salle de presse de la Maison-Blanche. Sonia, je sais que votre temps est précieux. Je vais aller droit au but. Notre grand dossier pose cette question aujourd'hui. Trump est-il humilié par l'Iran ? Je vous la soumets, cette question. Sonia Dridi, Donald Trump est-il en train d'être humilié par l'Iran ? Alors, je ne pense pas qu'il se sent humilié, pas encore en tout cas, je pense qu'il se sent un petit peu coincé, on sent encore des hésitations ici à la Maison-Blanche. Donald Trump, ce qu'il veut, c'est obtenir une victoire, qu'elle soit diplomatique ou militaire. Au départ, il agit beaucoup à l'instinct, à l'émotion, il a dit il a assuré au peuple iranien qu'il allait les aider. Ensuite, il a été très vite un petit peu refroidi dans sa volonté par des officiels du Pentagone, mais aussi par des conseillers qui lui ont dit que tout d'abord, il fallait renforcer les capacités militaires dans la région, et puis des alliés comme l'Arabie Saoudite l'ont poussé à explorer la voie diplomatique. Maintenant, on sent qu'il donne une vraie chance à cette voie diplomatique. Il a salué vendredi de très bonnes discussions avec l'Iran. En même temps, il continue sa stratégie à mettre la pression maximale. Et puis, ce qu'on sent pour Donald Trump, peut-être pas pour l'ensemble de son administration, mais pour Donald Trump, la priorité, c'est la question du nucléaire. Et on sent qu'il y a des questionnements dans cette administration et même de la part de certains alliés comme Israël, puisque le Premier ministre israélien a décidé d'avancer sa visite à Washington. Il va venir ce mercredi pour tenter de convaincre notamment Donald Trump également d'insister dans les négociations sur les deux autres points, le programme balistique et les proxys, parce que c'est important pour nombre de ses alliés et également pour certaines personnes au sein de l'administration ici et des sénateurs républicains. Donc en tout cas, Donald Trump continue de mettre la pression et espère peut-être se sauver la face en obtenant quelque chose au niveau diplomatique, mais on sent quand même que c'est le flou pour beaucoup de gens au sein de l'administration. Je parlais il y a quelques jours avec un officiel du Pentagone qui est déployé à l'étranger et je lui demandais s'il avait une quelconque indication sur les intentions de Donald Trump et il m'a répondu absolument aucune idée.
Merci beaucoup Sonia Dridi, tellement précieux de vous avoir en direct de la salle de presse de la Maison Blanche. Merci beaucoup à vous. Et donc, Alain Bauer, je voulais en revenir à votre livre. Vous relevez dans les expressions trumpiennes, de Donald Trump, l'expression « concept of a plan », notion d'ébauche d'un plan qu'il avait lancé pendant un débat avec Kamala Harris et qui est devenu sur l'Obamacare, la sécurité sociale. Sur l'Obamacare, devenu le symbole des promesses, dites-vous, de la concrétisation éternellement différée, politique de l'esquive ou de la formulation floue. A-t-il réellement une stratégie selon vous, en réalité? Alors il a une stratégie. La stratégie, c'est d'obtenir quelque chose à la fin. Voilà. Donc il veut obtenir quelque chose à la fin. Sa stratégie n'est pas le renversement du régime, ni la démocratisation. Il n'a pas encore trouvé le remplaçant d'Ali Khamenei, peut-être Ali Larijani à la fin, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'opposition structurée. Le fils du Shah n'apparaît pas comme une option valable. D'ailleurs, il n'a aucun moment, Donald Trump n'a même reconnu, pas plus qu'il n'a reconnu Mme Machado au Venezuela, parce que ça fait 6 mois qu'il se préparait à gérer le remplacement du président vénézuélien par la vice-présidente, aveu de Marco Rubio, qui avait même vendu la mèche un peu trop vite, puisque l'opération a été décalée de quelques jours à cause de la météo, et qu'il avait quasiment dit je parle beaucoup à la vice-présidente, ce qui était très étonnant vu l'état des relations avec le Venezuela. Là, il a un problème, c'est l'absence de solution, de plan B, de gouvernement de l'Iran. Le deuxième sujet, c'est la problématique uranium. Le geste sur la dilution est un geste très important. La présence de Larijani est un geste extrêmement important qui va très au-delà de tout le reste, qui est de la fumée, du mensonge, du machin. Par contre, il évolue. Donald Trump, vous le faites tout en transparence, en direct. Il ne change pas d'avis, il évolue, il a un côté pragmatique brutal, c'est que rien n'est enrobé, à part les règles de base du Trump, page 19, parce que j'ai vu que vous aviez lu avec beaucoup d'attention cet ouvrage, qui était ne reconnais jamais ta défaite, quoi qu'il arrive, tu as gagné. Sature l'opinion, quoi qu'il arrive, tu t'en occupes, et donc tu le fais par la provocation ou la digression. Je passe d'une affaire à une autre et de toute façon il se passe quelque chose et tous les jours il se passe quelque chose, et si c'est pas là c'est au Groenland, si c'est pas au Groenland c'est en Alaska, si c'est pas en Alaska c'est en Alberta, c'est pas en Alberta c'est au Venezuela, c'est à Cuba, qui est un sujet qu'on ne devrait pas sous-estimer, ça sera peut-être à Taïwan, car il n'y a qu'un seul objectif, l'Indo-Pacifique. Et donc la problématique générale de Donald Trump aujourd'hui, c'est qu'il ne sait pas encore ce qu'il va faire, puisqu'il le décidera au dernier moment. Et comme ça a été rappelé dans la guerre des 12 jours, c'est le moment où on a dit Trump recule toujours, qu'il a décidé de bombarder les 3 sites et beaucoup d'autres sites secondaires, mais 3 sites principaux, 24 heures avant une rencontre de négociation diplomatique, déjà avec les Iraniens. Donc, du jour au lendemain, il peut se produire quelque chose si l'intérêt en termes de business, donc alors on va revenir au mot deal dans quelques instants. On n'a pas fini d'en parler effectivement, mais en tout cas l'imprévisibilité c'est l'une de ses forces, Donald Trump, mais est-ce réellement payant à la fin de la journée, comme on dit? Regardez ce qu'a écrit Bruno Tertrais sur Twitter. Il dit voilà, une mise à jour rapide sur les succès, le succès extraordinaire, ironie, de Witkoff et Kushner au cours des 48 dernières heures. La Russie, point A, refuse tout retrait et toute présence étrangère sur le sol ukrainien. Point 2, l'Iran refuse d'abandonner son programme d'enrichissement d'uranium. Point 3, le Hamas refuse le désarmement. Il vise juste à la fin. En termes de géopolitique, c'est pas brillant et c'est la mise en échec de la stratégie Trump. Alors moi, je pourrais même rajouter un 4e point. Il nous promettait un deal formidable sur le Groenland et on n'a pas vu le début d'une négociation. À un moment, en fait, Donald Trump, il impose son narratif. Et c'est ce qu'il fait en permanence. Sur le Groenland, il a fait monter la pression pendant des semaines en menaçant d'une intervention un membre quand même, enfin le Danemark et le Groenland, enfin le Groenland rattaché au Danemark. Et puis à un moment, il voit bien qu'il y a une opposition face à lui. Donc, au lieu de reculer véritablement, il dit mais non, mais j'ai trouvé un accord. Et en fait, cet accord, on n'a pas vu le début du commencement de ce deal. C'est vrai qu'en fait, ce qui est important pour lui, c'est de montrer notamment à son opinion publique que sa façon de mettre des coups de butoir en permanence, ça fonctionne. C'est vrai que le résultat, c'est une négociation qui piétine complètement sur la Russie. Sur l'Iran, on verra, parce qu'en effet, si on commence à parler de dilution de l'uranium enrichi, est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? Mais on peut être sûr qu'à la fin,
Donald Trump nous expliquera qu'il a gagné sur l'Iran, parce qu'il aura soit fait des frappes qui auront changé la donne, d'après lui. C'est ce qu'il nous avait quand même vendu en juin dernier. Au final, on voit que ce programme nucléaire, il n'a pas été complètement détruit et que ce programme balistique, il a été en partie reconstitué. Merci Magali. La mise en échec de la méthode Trump ? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. L'erreur principale de Trump, c'est d'annoncer toujours de façon un petit peu péremptoire le nombre de jours dans lesquels il va régler les crises successives, pardon. Et il n'y arrive pas. Mais ce sont des problèmes extraordinairement complexes. Je veux dire, l'opposition entre l'Iran et Israël, ça date de 1979. Le conflit en Israël, je vous raconte même pas. Donc, il faut du temps. Je trouve que quand on dit que l'intervention de Witkoff à Gaza est un échec complet, il a quand même réussi à arrêter la guerre. Je veux dire, pendant des semaines, pendant des mois, nous avons vu les opinions occidentales, à juste titre, s'émouvoir du bilan atroce des bombardements israéliens sur Gaza, même si, me semble-t-il, la riposte israélienne était légitime. Bon, ça s'est arrêté. Je veux dire, pardon, mais c'est quand même pas rien. Donc, effectivement, il n'a pas réussi à désarmer complètement le Hamas. Mais les otages ont été libérés. Oui, et les otages ont été libérés, absolument. Donc, je crois qu'il y a quand même une espèce d'a priori, ce que je disais tout à l'heure, un systématisme anti-Trump qui parfois brouille un peu le jugement. Vous êtes d'accord ? Non, je ne crois pas. Allez-y. Non, pour prendre une expression de rugby, je crois que le chat est maigre, le bilan de Donald Trump malgré tout. Mais Donald Trump, vous avez deux types de stratégies globalement. Vous avez une stratégie très planifiée, vous avez un objectif très clair au départ, et puis ensuite vous mettez en œuvre les moyens pour atteindre cet objectif clair, et puis vous avez une stratégie en conduite. C'est-à-dire vous y allez, et après vous commencez la partie de poker tout à l'heure, et puis vous allez un peu au feeling jusqu'à obtenir quelque chose. Voilà, c'est ce qu'il fait. Globalement, il a obtenu 3 succès en 2025. Il a obtenu l'arrêt des attaques des Houthis contre le commerce international dans la mer Rouge, mais après 14 mois, parce que ça a commencé avec Biden, la guerre, après 14 mois de bombardement, plus ceux des Israéliens et des Britanniques, pour aboutir à un accord qui est provisoire, il a obtenu en juin, effectivement, 2025, la destruction, l'affaiblissement en tout cas du programme nucléaire iranien et l'arrêt des combats, et il a obtenu effectivement un régime un peu plus accommodant au Venezuela. Mais depuis, il a peut-être atteint ce qu'on appelle, Clausewitz appelle le point culminant, c'est-à-dire que depuis le bilan de la méthode Trump, il est quand même assez faible. On pourrait parler du Nigeria. Nigeria a des massacres de chrétiens sans nom à une échelle incroyable il y a quelques jours, alors qu'il avait lui-même attaqué l'ISWAP en disant regardez, je vais protéger les chrétiens, je vais frapper Boko Haram, ISWAP, etc. Et puis au bilan, même pour l'instant, ça patine, il n'y a pas beaucoup de résultats.